Bonjour, vous écoutez Parole d'inclusion, un podcast du service des publications de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. Ce podcast est l'interview d'une autrice ou d'un auteur dont l'ouvrage porte sur l'école et ou la société inclusive. Il est animé par Dimitri Avgoustidis, directeur des collections. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Frédéric Reichart. Bonjour Frédéric Reichart. Vous êtes maître de conférences en sociologie, habilité à diriger des recherches, et vous exercez au sein de l'INSHEA à Suresnes. Vous travaillez sur le handicap, dans l'espace francophone et sur l'évolution sociologique de l'accessibilité. D'ailleurs, vous êtes membre du GRAP, le laboratoire de recherche de l'INSHEA. Vous venez de publier un ouvrage intitulé « Du handicap à l'accessibilité vers un nouveau paradigme ». Comment émerge la notion d'accessibilité ? Alors, je pense que merci pour cette question. Je crois que la réponse à cette question est dans le titre de l'ouvrage, de l'accessibilité au handicap. Alors, j'ai choisi ce titre parce que pour moi, effectivement, il montre un passage et puis une évolution. Alors, je crois que globalement, l'accessibilité, elle est liée à l'évolution conceptuelle du handicap et donc à une nouvelle manière de concevoir le handicap et la place qui lui est accordée dans la société. D'une part, il y a la relégation des modèles biomédicaux et fonctionnels. Je pense au modèle de la CIH et puis au modèle de Wood, qui sont intéressants, mais qui ont été critiqués, notamment par l'absence de prise en compte d'environnement et également trop axé sur les manques des individus. Donc d'une part, il y a cette relégation des modèles, okay, et du coup, dans cette relégation des modèles, on assiste à une transformation de ce qu'on appelle la réadaptation sociale des années 60-70 et de la réhabilitation qui va amener des nouveaux concepts, des nouveaux principes comme l'intégration, l'inclusion, l'accès à et puis la participation sociale. Et puis il y a également un deuxième point intéressant aussi qui explique cette émergence de la notion d'accessibilité. C'est en complément de la relégation des modèles biomédicaux, c'est l'avènement de modèles du coup socio-environnementaux comme la CIF qui est soutenue par l'OMS ou encore des modèles comme celui du processus de production du handicap, le PPH, que soutient Patrick Fougerolas. Et là, ces nouveaux modèles-là vont accorder une nouvelle place à l'environnement. Ce qui fait que ce qui détermine le handicap, ce n'est pas une caractéristique individuelle, c'est pas un dysfonctionnement corporel et fonctionnel, c'est pas une déviance comportementale, mais ce qui définit et détermine le handicap, ça va être plutôt une interaction. Je dirais même plus un ajustement manqué entre l'individu et l'environnement. Et dans ce cadre-là, dans cette évolution-là, on voit que l'environnement devient un facteur essentiel dans la production du handicap, je dirais même plus dans la mise en place, dans la fabrication de situations de handicap. Autrement dit, l'environnement peut être modelé, transformé, aménagé, façonné en fonction des individus et donc devenir accessible. Quelle définition proposez-vous de l'accessibilité ? Alors je crois que c'est toujours difficile de poser une définition d'un concept ou d'un objet d'étude parce que la définition elle peut être réductrice ou elle peut être enfermante. Moi j'apprécie beaucoup l'idée d'une définition plurielle ou alors large, c'est-à-dire qui permet en tout cas de situer les éléments ou de baliser l'objet de recherche, de tracer ses frontières, mais en tout cas qui reste flexible et qui permet la réflexion. La définition que je proposerais de l'accessibilité serait la suivante. Je crois que c'est un processus qui résulte de l'ajustement réussi entre l'individu et l'environnement afin qu'il puisse aller et faire, en d'autres termes, pour qu'il puisse participer socialement. À cela, on peut également y ajouter, à ce socle, on peut également y ajouter des visées. On peut y ajouter, par exemple, la justice et l'égalité. On peut dire effectivement que c'est aller et faire comme les autres. On peut également y ajouter l'autonomie, c'est-à-dire c'est aller et faire, mais seul. Aller et faire le plus autonome possible. Aller et faire avec le moins d'intervention ou d'assistance possible. Par contre, je pense qu'il est important de ne pas confondre autonomie
et accessibilité. Je crois que conceptuellement, il peut y avoir accessibilité sans autonomie. Par contre, les revendications sociales vont combiner légitimement les deux. Aujourd'hui, il y a pour moi une revendication d'une accessibilité autonome. Je m'explique par un petit exemple. Vous allez voir dans la rue fréquemment, devant les commerces, des petites sonnettes qui sont effectivement situées près des portes d'entrée. Lorsqu'une personne handicapée veut accéder au commerce, elle doit finalement appuyer sur la sonnette qui appelle finalement le gérant, le propriétaire ou le vendeur, et qui va venir aider la personne à accéder dans le magasin avec une rampe ou avec d'autres moyens. Pour moi ici, il y a accessibilité. Mais il n'y a pas forcément autonomie, puisque la personne, elle va être aidée, assistée par une personne humaine. Donc c'est pour moi bien un exemple qui montre effectivement qu'il ne faut pas confondre accessibilité et autonomie, même si finalement dans les revendications en tout cas sur le terrain, d'un point de vue pragmatique, les deux se rejoignent, alors que d'un point de vue conceptuel, on est vraiment sur deux registres qui sont différents. Comment se met-elle en œuvre ? Alors je pense que pour comprendre la mise en œuvre de l'accessibilité, il faut bien la prendre en compte à différents niveaux. Alors il y a 3 niveaux d'analyse. Je pense que le premier niveau d'analyse, c'est le niveau macro. Et ce niveau macro se compose de l'ensemble des politiques publiques, du cadre légal et juridique qui donne des informations sur la mise en œuvre de l'accessibilité. Alors ce cadre légal, il se compose essentiellement d'obligations et de normes qui sont définies dans plusieurs textes législatifs et différentes lois. Bon, je pense qu'un des biais de ce niveau macro et de ce cadre légal, c'est que finalement il se compose d'obligations et de normes, ce qui fait que l'accessibilité est souvent considérée comme une contrainte, alors qu'elle pourrait être considérée comme une opportunité. À ce niveau-là, moi je considère finalement l'accessibilité comme une partition. C'est-à-dire, je m'explique, effectivement pour moi le cadre légal et juridique constitue une partition qui va déterminer comment l'accessibilité se met en œuvre dans la société. Après ce niveau micro, il y aurait un deuxième niveau, il y aurait le niveau méso. Là, on n'est pas sur la partition, mais on est plutôt sur l'orchestre. Quels sont finalement, de quoi se compose l'orchestre qui va jouer la partition de l'accessibilité. Finalement, on est sur des dispositifs, sur des acteurs qui vont être en charge de mettre en œuvre l'accessibilité. On remarque là très clairement qu'il y a un focus sur les communes. Les communes vont être essentiellement mobilisées dans la mise en œuvre de l'accessibilité. Je pense par exemple aux conseils communaux d'accessibilité, mais je pense aussi aux ERP, puisqu'aujourd'hui il y a une grande partie de la mise en œuvre de l'accessibilité qui va s'imposer au niveau des établissements recevant du public. Je passe maintenant au 3e niveau, je reviens de nouveau au niveau micro. Donc, il y a effectivement un niveau macro, il y a un niveau méso, et puis il y a un niveau micro. Alors, pour moi, ce niveau micro, il se compose de ce que j'appelle des facilitateurs, c'est-à-dire des conditions qui viennent faciliter la mise en œuvre de l'accessibilité. Je proposerai 3 types de facilitateurs. Certains sont technologiques, je peux faire référence du coup à la domotique, technologique ou matériel, il peut y avoir des fauteuils, des GPS, des prothèses, bref, différents matériaux, différents matériels qui permettent l'accessibilité. Il y a également des facilitateurs qui sont humains, j'en ai parlé précédemment, ça peut être effectivement l'accueil d'une personne handicapée dans un magasin, un musée, un restaurant, mais ça peut être aussi du coup une assistance ou un accompagnement plus physique. Et puis il y a également des facilitateurs qui sont architecturaux, et là on est sur l'aménagement physique de l'espace. La mise en œuvre de l'accessibilité, elle va passer par la combinaison
de ces trois types de facilitateurs. Il va falloir, pour réaliser l'ajustement entre l'individu et l'environnement, mobiliser, convoquer, combiner en tout cas les facilitateurs nécessaires pour que la personne puisse aller à l'endroit et y réaliser l'activité. Y a-t-il des conceptions universelles de l'accessibilité ? Alors, je pense que pendant longtemps, et historiquement, on a pensé l'accessibilité par rapport aux besoins des personnes handicapées et uniquement des personnes handicapées. D'abord, on a pensé effectivement l'accessibilité par rapport aux besoins des personnes en fauteuil, ou alors des personnes à mobilité réduite. Et puis progressivement, on a englobé, on y a inclus tous les types de handicap, même si je trouve que on oublie parfois certains types de handicap, comme par exemple le handicap invisible ou le handicap mental. Si je me réfère à la loi, par exemple, du 11 février 2005, on se rend compte qu'il y a très peu de références au handicap mental ou aux personnes qui ont des troubles psychiques. Et progressivement, on voit que cette question de l'accessibilité, elle va je dirais, ne plus concerner uniquement que les personnes handicapées, mais elle va concerner tout le monde. Autrement dit, elle va se déplacer vers les besoins de tous, y compris les besoins des personnes handicapées. Donc, c'est-à-dire que quand on va commencer à concevoir des produits et des équipements dans la logique d'ajustement individu-environnement, on ne va plus partir uniquement des besoins des personnes handicapées, mais on va partir des besoins de tous. Ce qui fait que dans ce qu'on appelle la conception universelle, on va partir d'un utilisateur. Alors attention, il n'est pas moyen, il n'est pas standard, il n'est pas valido-centré. On part d'un utilisateur et des éléments fonctionnels et capacitaires qu'il doit mobiliser pour aller à un endroit et y réaliser des activités. On comprend que chaque activité qu'on réalise ou chaque endroit auquel on va aller va nécessiter des mobilisations fonctionnelles qui sont spécifiques. Quand on voyage, ça va demander effectivement des mobilisations fonctionnelles au niveau du repérage de l'espace, du portage de bagages, d'une dimension relationnelle et communicationnelle. Quand on va par exemple au musée, il faut que chaque visiteur puisse se repérer et se déplacer dans l'espace. Il faut qu'il puisse lire les cartels, regarder les objets qui sont présentés, qu'il puisse comprendre les œuvres. Autrement dit, il y a à chaque fois un ensemble de mobilisation fonctionnelle qui s'appuie effectivement sur des capacités cognitives et fonctionnelles qu'il faut mobiliser. Du coup, quand on parle de conception universelle, c'est finalement on voit que l'accessibilité, elle évolue et elle amène un autre concept qu'on appelle, qui fait référence au confort et à la qualité d'usage. C'est-à-dire que concevoir des produits pour tous va permettre de déplacer la question de l'accessibilité vers la notion de confort et de qualité d'usage. On se rend compte ici que finalement, l'accessibilité va évoluer. L'accessibilité qui autrefois permettait la participation sociale des personnes handicapées, elle va évoluer vers une notion de confort et de qualité d'usage qui permet à chaque utilisateur de mieux profiter effectivement de l'activité et de l'endroit où il est. Le dernier chapitre de votre livre évoque la visibilité de l'accessibilité. En quoi est-elle importante ? Alors, moi, je pense que la question de la visibilité et de l'accessibilité est un point qui est très important et c'est souvent un point qui malheureusement est négligé. Je dis souvent, c'est un petit peu l'enjeu oublié de l'accessibilité. Je pense que rendre accessible est une première étape, mais qui doit forcément s'accompagner de la promotion, de la promotion de ce qui est accessible. Rendre accessible est une première étape qui doit s'accompagner de promouvoir et rendre visible ce qui est accessible et pour qui cela est accessible.
Je prends un exemple, si vous ouvrez un restaurant et que vous communiquez pas sur son ouverture et ce qu'il propose, vous n'aurez pas de client. Il faut bien savoir que le lieu existe pour s'y rendre. Je pense que c'est pareil pour l'accessibilité. Il faut finalement informer de l'accessibilité pour que les personnes puissent après effectivement se rendre dans cet espace-là. Il y a pas mal d'actions qui vont dans le sens de cette visibilité-là et de cette promotion de l'accessibilité. Alors, réglementairement, vous avez depuis 2-3 ans un registre d'accessibilité pour les ERP qui doit être à disposition du public. Depuis maintenant presque une vingtaine d'années, vous avez pas mal de labels et de pictogrammes qui informent de l'accessibilité de lieux et puis d'activités. Autrefois, vous aviez ce que j'appelle le réseau, c'est-à-dire les personnes entre elles qui discutaient et qui se partageaient ce qu'on appelait les bons tuyaux, qui disaient voilà, là, il y a effectivement une station de ski, il y a un restaurant qui est accessible, un hôtel, à cet endroit-là, ils sont pas mal, ils sont chouettes, et ainsi de suite. Donc, on avait effectivement là aussi un réseau de personnes qui s'échangeaient ces bons tuyaux. Aujourd'hui, avec les progrès de la technologie, vous avez pas mal d'applications smartphones qui existent et qui permettent du coup aux personnes de mutualiser et de partager l'expérience par rapport à l'accessibilité. C'est-à-dire que du coup, l'utilisateur quotidien de l'accessibilité, qui vit l'accessibilité ou alors l'inaccessibilité au quotidien, il peut du coup devenir producteur d'informations vis-à-vis de l'accessibilité. Donc il peut collecter une information, la partager avec d'autres personnes pour les informer de l'accessibilité, pour que eux après puissent effectivement en faire bon usage. Donc là on voit très clairement qu'il y a tout un courant qui se développe autour effectivement de cette visibilité de l'accessibilité et qui part vraiment, je dirais, du terrain. Et qui répond vraiment à des besoins de savoir ce qui est accessible sur le terrain. Merci Frédéric Reichart. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. C'était un vrai plaisir de répondre à vos questions et puis de parler d'un sujet qui m'est cher, l'accessibilité. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié aux éditions de l'INSHEA, « Du handicap à l'accessibilité, vers un nouveau paradigme ». C'était Parole d'inclusion, un podcast de l'INSHEA. Merci à chacune et à chacun pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain. Notez dès à présent la date dans votre agenda pour ne pas l'oublier ou abonnez-vous. À très bientôt.